Faut-il privatiser Aéroports de Paris et plus généralement les grandes infrastructures? Et à quelles conditions l'État peut-il sortir gagnant d'une telle opération? D'un point de vue théorique, il a les moyens de s'en tirer à bon compte. Il lui faut simplement fixer un prix de vente adéquat. Ce prix est censé correspondre aux dividendes actualisés que rapportera à l'avenir l'infrastructure privatisée. Certes, s'agissant de monopole, il existe un risque de dégradation du service et de hausse des prix, comme l'enseigne la théorie économique. Mais ce risque peut être contrecarré par une régulation bien pensée, un cahier des charges suffisamment précis fixé par l'État, affirme également la même théorie. Le vrai problème, c'est qu'en pratique, l'État est rarement en mesure d'établir un tel cahier des charges suffisamment pérenne. C'est possible pour des infrastructures assez standardisées, comme l'alimentation en eau d'une ville moyenne. Dans ce cas, il existe de nombreux retours d'expérience qui permettent d'établir de bons contrats. C'est possible également sur le court terme. Les besoins sont alors prévisibles, mais on ne va pas privatiser un aéroport pour 5 ans. En revanche, pour ce qui concerne les grandes infrastructures concédées sur de longues périodes, l'État et les collectivités locales sont incapables d'anticiper correctement. Et donc, le plus souvent, le cahier des charges initial n'est pas respecté, aussi bien en ce qui concerne les prix que les services rendus. C'est ce que montrent les nombreux exemples de partenariats public-privé. S'agissant des prix, l'entreprise gestionnaire trouve souvent des failles juridiques pour augmenter ses tarifs plus que prévu. Le risque est clairement identifié s'agissant d'Aéroports de Paris. Comme l'Organisation internationale des compagnies aériennes l'IATA l'a relevé récemment, tous les aéroports privatisés imposent des redevances bien supérieures à celles des plateformes publiques. Quant à l'État, il demande le plus souvent d'ajouter de nouveaux services au-delà de ce qui a été initialement programmé. Des services qui ne seront évidemment pas gratuits. Il se trouve dans la situation du propriétaire d'un logement réalisant des travaux qui demande à l'entrepreneur d'abattre une cloison de plus. Il y aura un supplément à payer et il ne sera pas forcément négligeable. L'exemple le plus flagrant est celui des autoroutes privatisées par le gouvernement Villepin en 2005. La limite entre les investissements à réaliser par les compagnies autoroutières et ceux qui restent à payer par l'État n'a pas été clairement tracée. Du coup, chaque dépense supplémentaire fait l'objet d'une négociation entre la puissance publique, souvent bien impuissante, et les sociétés autoroutières. Comme l'a relevé l'autorité de la concurrence, dont de nombreux investissements ont été payés par l'État sans justification réelle. Les dérogations fiscales obtenues par les sociétés d'autoroutes sont une autre preuve au passage du déséquilibre des pouvoirs en leur faveur. Alors que l'ensemble des entreprises opérant en France ont vu la déductibilité des intérêts d'emprunt limitée, les sociétés autoroutières échappent à cette règle. On a vu un autre exemple d'un État contraint de payer le prix fort avec le site de Ballard regroupant les états-majors des armées. Bouygues, qui en est le gestionnaire, a ainsi pu réclamer 14 000 € au ministère de la Défense pour installer une imprimante non prévue dans le schéma initial. Compte tenu de ce contexte général défavorable à l'État, les conditions ne semblent pas réunies pour un succès dans le long terme de la vente d'Aéroports de Paris. Celle-ci serait d'autant plus risquée qu'il s'agit d'un actif stratégique. Si le nouveau gestionnaire entravait par ses tarifs le développement du hub de Paris, ce serait un coup porté à l'attractivité et la compétitivité de l'économie française. Mais l'exécutif a semble-t-il décidé de passer outre, voulant à tout prix relancer la politique de privatisation.